Reprise des classes au Ghana après 10 mois de fermeture, un soulagement pour les apprenants et leurs enseignants alors que le nombre de cas de Covid ne fait qu'augmenter. Près de 140 morts en 3 jours au Soudan, c'est le bilan d'affrontements entre tribus rivales au Darfour, des violences les plus sanglantes depuis la signature en octobre d'un accord de paix. Et puis, émeute dans plusieurs villes en Tunisie, le président appelle les habitants à mettre fin au soulèvement. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé, actuellement en liberté conditionnelle à La Haye, a annoncé ce lundi son retrait d'une coalition de l'opposition en dénonçant des guerres de positionnement. Il n'a toutefois pas précisé s'il participerait ou non aux législatives de mars prochain. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, suspend sa participation aux activités liées aux élections législatives avec les plateformes de l'opposition, a écrit le secrétaire général du COJEP, Patrice Saraka, dans un communiqué. Pour le COJEP, ces élections devaient être vues comme une opportunité pour renforcer la cohésion et l'unité de l'opposition, mais ont malheureusement mis au grand jour les appétits et autres guerres de positionnement entre des entités pourtant supposés être des partenaires. Les deux principaux partis d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ex-président Rikona Bédié et le Front populaire ivoirien, FPI, de l'ancien président Laurent Gbagbo, avaient annoncé début janvier, avec leurs alliés, leur participation au scrutin du 6 mars. Mi-janvier, le parti de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui vit en exil, a lui annoncé son boycott des législatives. Je le disais en titre, les apprenants ghanéens ont repris le chemin des classes après 10 mois de fermeture pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les craintes d'une recrudescence des cas persistent du côté de certains parents. Le Ghana avait imposé à sa population un confinement très strict le 16 mars, 2 semaines seulement après l'annonce du premier cas confirmé de Covid-19 en Afrique subsaharienne. Dans la capitale, Accra, le confinement total a été levé en avril, mais des mesures préventives étaient toujours obligatoires, notamment la fermeture des écoles et des frontières terrestres. Lundi matin, le jour de la rentrée, c'était le soulagement pour les élèves, mais surtout pour les professeurs, au chômage forcé depuis presque 1 an. Les mesures barrières, notamment le port du masque, sont strictes. Ce n'est pas facile de garder les enfants à la maison. À leur âge, 17, 18, 17 ou 16 ans, il est vraiment difficile de les contrôler. Donc le fait de les avoir à la maison est devenu beaucoup plus difficile à gérer pour moi, tout en continuant à travailler. J'ai failli perdre mon emploi à cause du Covid, parce que je dois rester à la maison. Mais vous savez, quand vous travaillez, vous ne pouvez pas toujours donner cette excuse à cause de vos enfants. Alors j'ai failli perdre mon emploi. Mais mon patron m'a rendu visite et m'a dit « Waouh, vos enfants sont là ». Et j'ai répondu « À cause du Covid ». Il faut donc que l'on aide les professeurs pour que nous nous sentions tous libres de travailler. Au Ghana, où le nombre de cas de coronavirus a augmenté dernièrement, faisant craindre aux spécialistes de la santé l'imminence d'une deuxième vague, certains parents ont peur de renvoyer leurs enfants à l'école. Si le pays comptait lundi environ 58 000 cas pour plus de 340 morts depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés reste largement insuffisant. Le président Nana Akufo-Addo a d'ailleurs fait savoir dimanche soir qu'il n'hésiterait pas à rétablir un confinement partiel si la situation se détériorait encore. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a félicité ses partisans après avoir été proclamé réélu par la Cour constitutionnelle. Mais 2 électeurs sur 3 n'ont pas voté, essentiellement en raison de l'insécurité dans ce pays, en guerre civile depuis 8 ans et théâtre d'une nouvelle offensive rebelle. On le suit. Va-t-il donner raison à ceux
qui ont empêché les Centrafricains d'exercer leur devoir civique, qui ont empêché les Centrafricains de choisir leurs dirigeants. Est-ce qu'il faut leur donner raison? Je pense que non. Le processus n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de défis, ensemble avec la communauté internationale et aussi le peuple centrafricain qui a montré sa capacité, sa résilience et aussi sa volonté de dire non à la violence, à la prise de pouvoir par les armes et à défier vraiment tous ceux qui prédisaient que, ou tout au moins par des intimidations, la violence, l'empêcher d'aller exercer son devoir. Au Soudan, le bilan s'alourdit. Près de 140 personnes ont péri en 3 jours dans des affrontements entre tribus rivales au Darfour, des violences les plus sanglantes depuis la signature en octobre d'un accord de paix entre le gouvernement et des groupes rebelles. Lundi, des affrontements ont eu lieu dans l'état du Darfour Sud, où des hommes de la tribu arabe des Riziegat à bord de véhicules, de motos et de chameaux ont lancé une attaque contre le village de Saadoun, fief de la tribu Falata, selon Mohamed Saleh, un chef de la tribu Falata. Plusieurs maisons ont été incendiées durant l'assaut. Samedi et dimanche, au moins 83 personnes ont été tuées dans des heurts entre tribus dans la ville d'Al-Geneina, dans l'état du Darfour Ouest, un autre état de la région. Ces heurts avaient éclaté entre la tribu Al-Masali et des nomades arabes après une dispute entre 2 individus. Les autorités ont imposé un couvre-feu au Darfour Ouest et le Premier ministre Abdallah Hamdok y a envoyé une délégation de haut rang pour tenter de rétablir l'ordre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé aux autorités soudanaises de déployer tous les efforts pour parvenir à une désescalade de la situation, mettre un terme au combat, restaurer l'ordre et la loi et assurer la protection des civils, selon son porte-parole. Dimanche, Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté en charge de piloter la transition politique au Soudan, a réuni en urgence les services de sécurité. L'ONG Save the Children a appelé toutes les parties à déposer les armes immédiatement, craignant que de nombreux enfants aient été séparés de leurs parents et risquent d'être exploités. Le conflit au Darfour avait débuté en 2003 entre forces loyales au régime du général Omar el-Béchir à Khartoum et des membres de minorités ethniques s'estimant marginalisés et réclamant une répartition plus équitable du pouvoir et des richesses. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est légalement tenu de comparaître devant une commission judiciaire chargée d'examiner les allégations de greffe pendant son mandat, a affirmé la professeure en droit Kathleen Powell. L'équipe juridique de Zuma a annoncé qu'il ne témoignerait pas malgré une demande de tribunal visant à l'y contraindre. L'ex-chef de l'État sud-africain Jacob Zuma a une nouvelle fois refusé de se présenter lundi devant la commission d'enquête sur les soupçons de corruption généralisée pendant sa présidence, en dépit d'une assignation. Zuma n'a témoigné qu'une seule fois devant cette commission en juillet 2019, mais il s'était retiré au bout de quelques jours, arguant qu'il était traité comme un accusé et non comme un témoin. Début octobre, la commission avait tenté d'obliger l'ancien chef d'État à témoigner en émettant une assignation. Une absence sans motif suffisant constituera une infraction pénale, avait-elle averti. Selon Kathleen Powell, professeure en droit, le refus de Zuma de se présenter est illégal. Je ne sais pas ce que la Cour constitutionnelle va faire, mais bien qu'elle ne dise rien, Zuma est toujours, selon la loi, tenu de répondre à l'assignation de la commission Zondo, et s'il ne le fait pas, il a commis un délit pour lequel il peut être condamné et emprisonné. Aujourd'hui, l'ancien président Zuma prétend qu'il n'est pas soumis au pouvoir de la commission, mais c'est un mensonge. Son affirmation selon laquelle il n'a pas à répondre aux questions est un mensonge. D'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, son affirmation selon laquelle il n'était pas impliqué dans la corruption est un mensonge. Et s'il est capable de vendre cela suffisamment longtemps, alors il est capable de conduire le genre d'anarchie que nous avons vu aux États-Unis. Et je pense qu'il est temps pour la commission Zondo et le pays de poser les limites.
De son côté, la commission avait saisi la Cour constitutionnelle pour tenter d'obliger l'ancien président sud-africain à témoigner. Sa décision reste attendue par toutes les parties. La commission d'enquête, qui devait initialement siéger jusqu'en mars, doit demander une prolongation car certaines auditions n'ont pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid-19. Autre information en Tunisie, le ministère de l'Intérieur a indiqué ce lundi que plus de 600 personnes ont été arrêtées. Ces arrestations sont intervenues après une troisième nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie où la police déployée pour imposer un couvre-feu a été prise pour cible par des jeunes. Suite à ces incidents, le président tunisien a demandé aux habitants d'État d'Amène de mettre fin aux émeutes. Kaïs Saïed, le président tunisien, est allé à la rencontre des habitants d'État d'Amène, une ville dans la périphérie nord-ouest de la capitale, après une troisième nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie. Il a demandé aux habitants de cette ville de mettre fin aux émeutes. Les jeunes Tunisiens n'ont jamais été des voleurs. Les gens veulent employer des jeunes qui aimeraient servir. N'attaquez, n'insultez personne et n'endommagez pas les propriétés privées ou les institutions de l'État. Des troubles ont éclaté dans des quartiers marginalisés, frappés de plein fouet par une crise économique inédite au lendemain du 10e anniversaire de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011. Après une troisième nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie, plus de 600 personnes ont été arrêtées, a indiqué le ministère de l'Intérieur ce lundi. Ces heurts interviennent dans un contexte de dégradation de la situation sociale et d'instabilité politique en Tunisie. Amnesty International a appelé ce lundi les forces de police à respecter les droits de ceux qu'ils arrêtent, quelles que soient les raisons et les circonstances de leur arrestation. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus.